L'élevage est-il toujours dans le pré? C'est la question que nous allons nous poser pour cette première table ronde de la matinée. Occupant une part grandissante de la surface terrestre, l'écosystème de l'élevage, y compris la culture des sols donc pour nourrir les bêtes, est plus que jamais au cœur des enjeux alimentaires. Alors que l'élevage industriel est depuis quand même quelques temps maintenant sous les feux de la rampe et sous le feu des critiques. Surtout, l'élevage raisonné et les filières de qualité se sont imposées. Alors, elles s'opposent parfois à la food tech qui invente viande cellulaire et culture d'insectes. On en parlera, comme autant de solutions de protéines alternatives destinées à l'alimentation animale et humaine. L'élevage de demain, donc, est-il ou sera-t-il encore dans le pré? C'est la question que nous allons poser à nos invités que je vais vous demander d'accueillir. Emmanuel Bernard, président de la section bovin Interbev, Franck Pierre, directeur business développement de la société Insectes et Patrice Etienne, président de Winfarm. Bonjour, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous installer et à prendre un micro chacun pour qu'on puisse vous entendre. On va commencer avant toute chose, avant de rentrer, je dirais, dans le vif du sujet, par une courte présentation. On va le faire dans ce sens-là. Monsieur Bernard, je vous laisse vous présenter en quelques mots, nous dire ce que vous faites dans le quotidien et ce qui vous a amené à nous rejoindre ce matin. Oui, bonjour à tous. Et en fait, moi, au départ, je suis éleveur de bovins viande de Charolais dans la Nièvre depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Donc, j'engraisse des animaux et l'intérêt de tout ça, c'est de fournir toute la filière, notamment une filière française de distribution de viande bovine. Et puis, j'ai quelques responsabilités de représentation des éleveurs. Donc, je suis à la Fédération nationale bovine, qui est une structure syndicale associée à la FNSEA. Et à ce titre, je représente les éleveurs à la section bovine d'Interbev, donc la structure représentant la filière, qui va de la production jusqu'à la distribution, toutes les formes de distribution. Monsieur Etienne, vous êtes le président donc, de Winfarm, président et fondateur de Winfarm. Qu'est-ce que Winfarm? Très bien, déjà merci aux organisateurs pour cette invitation à la participation à cette table ronde. Donc, je suis Patrice Etienne, le président du groupe Winfarm, un groupe basé en Bretagne, plein centre Bretagne, qui porte plusieurs activités dans la filière de l'agriculture et en particulier de l'amont de la filière, autour des activités de conseil en agronomie et plus particulièrement de la bonne pratique culturelle, une activité de conception, de formulation de compléments alimentaires pour animaux d'élevage avec une approche plutôt nutrition-santé et ainsi apporter au marché et en particulier aux éleveurs des solutions qui leur permettent de maintenir, voire d'améliorer les performances d'élevage sans avoir recours aux médicaments vétérinaires. Et puis enfin, une activité de distribution dans un modèle assez particulier puisque nous avons fait le pari de pouvoir tisser du lien avec ce milieu en relation à distance. Et nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national, mais aussi la Belgique et les Pays-Bas depuis quelques temps. Et nous mettons au marché des compléments alimentaires, des produits d'hygiène, des produits de soins, des semences pour produire des fourrages de qualité. Et ainsi apporter à l'agriculture des solutions concrètes pour les accompagner dans cette période de transition et qui nous amène à relever à leur côté de nouveaux défis. Alors, toutes ces activités sont portées par beaucoup d'innovations et pour rester ancrées dans ce principe fort et historique, nous avons aussi fait le choix d'investir dans une exploitation agricole en 2018 et qui est devenue par conséquent depuis le centre R&D du groupe et ainsi par le fait d'avoir les pieds dans les bottes, de mieux comprendre les enjeux, les leviers qui vont nous permettre de proposer aux agriculteurs des solutions, des produits pour être en capacité de mieux répondre aux défis futurs et en particulier aux défis de la consommation. On en parlera tout à l'heure de cette ferme R&D. Monsieur Franck Pierre, directeur business et développement de la société Insectes. Alors Insectes, c'est vrai que ça nous guide sur une partie de l'activité. Ça nous guide sur l'activité. Ouais. Oui. Donc j'ai cette responsabilité au sein de la société Insectes.
Je précise aussi, et je le précisais tout à l'heure, je suis fils d'éleveur bovin et de charcutier traiteur. Donc je me situe en fait historiquement, et à la fois par mon origine et par ma formation d'ingénieur agro, entre la ferme et puis la fourchette ou l'assiette, comme on peut la voir ici en fait. Donc Insect, c'est une société qui élève des insectes, et en particulier des vers de farine. C'est une société aussi qui a pour mission, donc vous avez une photo ici, qui a pour mission en fait de réinventer la chaîne alimentaire en fournissant des ingrédients naturels, sains et durables à l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire en fait pour l'alimentation animale, pour l'alimentation humaine et pour l'alimentation et la santé des plantes et du sol. Donc on adresse l'ensemble de la chaîne et ceci on le fait, donc on a 10 ans d'existence. Et on est une des startups scale-up qui a levé le plus de fonds, j'allais dire, dans cet univers. C'est un peu, je dirais, la culture du futur. Du présent, en fait. Oui, déjà du présent. En fait. C'est quelque chose qui se développe. C'est un élevage ancestral, en fait. On élève des insectes depuis des millénaires. Il faut savoir qu'à peu près 2,5 milliards d'habitants sur Terre sont amenés à consommer des insectes directement. Alors que l'Europe et l'Amérique du Nord, en fait, sont jusqu'alors peu consommateurs. Mais ceci évolue de manière considérable, en particulier avec les évolutions de la réglementation et en particulier avec les solutions que des entreprises comme la nôtre peuvent apporter sur toute la chaîne de valeur. Alors un chiffre pour démarrer, 145 000 exploitations en 2020, c'est ce qui était recensé en France, dont 37% donc dédié à l'élevage. Et puis en 2020, quelques chiffres de consommation, 22 kg de viande par habitant et par an, de viande de porc, 31 kg par habitant et par an de viande de porc, 22 kg de bœuf, 31 kg de porc et 28 kg de volaille. Ce nombre d'exploitations, Monsieur Bernard, est-ce qu'on peut considérer qu'il est important? Est-ce qu'on peut faire un comparatif, par exemple, sur les 20 dernières années, si on se ramène au début des années 2000, 145 000 exploitations, ça signifie quoi? Alors, je pense que les 145 000 exploitations, ce sont des exploitations qui ont des animaux, à mon sens, puisqu'on est plutôt de l'ordre de 450 à 500 000 au total en France, je pense. Donc les 145 000, c'est quand vous mettez de l'élevage de bœuf à viande ou laitier et porc peut-être. Enfin voilà, Ça c'était pour la consommation, juste pour la consommation. Alors, et donc si vous voulez, les choses qu'il y a, c'est qu'en réalité, on est sur une baisse du nombre d'exploitations depuis... Dans beaucoup de domaines, mais en élevage certainement. Et par contre, on maintient un élevage sur une grande partie du territoire quand même. Quand vous mettez, vous présentez le porc, la volaille et le bœuf dans son ensemble. Donc, je dirais qu'en termes de nombre d'exploitations, d'éleveurs, ça baisse. C'est effectivement comme dans beaucoup de domaines en agriculture. Par contre, la production dans son ensemble a plutôt résisté. Et puis en fait, ce qui est intéressant derrière, c'est la consommation. Parce qu'en fait, l'intérêt de toute la chaîne de production, c'est d'être en phase avec aussi une consommation, et de s'adapter et de produire ce qu'attend le consommateur, quoi. Et comment le marché a-t-il évolué de ce fait? Alors, je rentrerai que sur la viande de bœuf parce que sur les autres volets, c'est moins mon domaine. Ce qui est sûr, c'est que vous présentez les 22 kilos par Français. Déjà, ce sont des recommandations plutôt positives par rapport aux préconisations nutritionnelles. Par exemple, on est sur un niveau de consommation qui n'a rien d'exceptionnel. Et on est donc sur le volet quantité. Voilà, c'est plutôt en érosion, c'est pas un effondrement. On a perdu peut-être 10% en 20 ans de consommation. Mais par contre, on est vraiment sur une évolution de la forme de consommation. On a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on était, et tout le monde se rappelle, historiquement, la place de la boucherie par rapport à la boucherie traditionnelle et la moindre place de la restauration. Et aujourd'hui... tout le monde connaît, tout le monde regarde la force de la restauration rapide d'abord et la forme de consommation de viande qui est beaucoup orientée notamment sur de la viande hachée, quoi.
Oui, on a modifié les modes de consommation. Maintenant, comment est-ce qu'on a modifié les modes de production? Comment est-ce qu'aujourd'hui on produit des animaux, je dirais, dans les meilleures conditions? Parce que c'est ça ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que vous avez changé vos pratiques en essayant qu'elles soient les plus vertueuses possibles aujourd'hui. L'évolution de la production, elle est comme le reste de la société. C'est-à-dire, vous avez des innovations technologiques en termes de facilité du travail pour l'éleveur, la modernisation dans les bâtiments, dans le matériel, dans les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on surveille, enfin moi, vous voyez, je suis éleveur toutes les nuits, même quand je ne suis pas chez moi, je surveille les vélages avec une caméra de surveillance. C'est moi-même qui le fais à distance. Je peux être n'importe où en France, je le fais. Donc il y a vraiment des moyens. On a un élevage qui se modernise, comme partout. Donc ça, on a besoin d'être productif parce qu'en fait, l'enjeu de tout ça, c'est que les éleveurs, ils vivent de leur métier. Et si on a perdu un nombre d'éleveurs important, c'est quand même en priorité par rapport à une problématique de revenus. Il n'y a pas que les contraintes. Les contraintes, on les accepte et on est très, très fervent de modernisation parce que ça, c'est très important. Parce qu'en plus, l'intérêt de tout ça, c'est que ça amène des meilleurs résultats en termes de mesure du bien-être animal, en termes de mesure de l'impact environnemental. On a des diagnostics, on a des solutions aujourd'hui adaptées. On est aussi sur des enjeux très importants, c'est-à-dire l'autonomie alimentaire de nos élevages. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'à partir de la surface sur laquelle j'ai mes animaux, j'essaye de produire un maximum des besoins. Donc voilà, on est entre 92 et 95% d'autonomie. Et ça veut dire que, par exemple, on fait des stocks au printemps pour pouvoir redistribuer l'hiver. Mais en fait, en tout cas, on a produit par nous-mêmes, là aussi, avec des techniques où on gère de la fertilisation par des satellites, où on a accès, et ça a été dit, avec des fermes de référence qui nous permettent d'avancer sur aussi des nouvelles solutions de culture fourragère, d'époque de récolte. Enfin, il y a vraiment un bouleversement et un accompagnement de l'élevage. Mais tout ça, avec évidemment l'objet de tout ça, c'est de pouvoir rester compétitif, rester rentable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, répondre aux attentes sociétales et aux attentes du consommateur. Sociétal, je l'ai dit, et consommateur, c'est quoi? C'est être capable de produire des animaux qui, à la fin, répondent aux besoins à la fois de la grande distribution, de la boucherie traditionnelle et des différents moyens de restauration, commerciaux et publics, quoi. Patrice Etienne, je vous laisse peut-être, si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu. Et puis aussi, là, on peut faire un parallèle. Vous venez d'investir en 2018. Donc, vous avez racheté cette ferme pour en faire un outil, je dirais, d'étude, de réflexion. Et ça vous a projeté aussi, je veux dire, il y a quelque chose il y a des mots qui résonnent, ce côté de bien-être pour l'animal, mais aussi de produits d'extrême qualité. Parce que alors, vous n'élevez pas des bêtes à viande, vous élevez donc des bêtes pour le lait. Donc ces bêtes-là aussi peuvent finir à un moment donné dans le marché de la viande, on le sait. Très bien, écoutez, je partage complètement la vision de mon collègue. Je pense qu'on est à l'aube de devoir relever un double défi. Qui consiste à la fois à accompagner les structures d'exploitation agricole qui sont en phase d'agrandissement de façon conséquente. Et vous l'avez justement précisé en introduction en faisant référence au dernier recensement des exploitations agricoles. Donc des tailles d'élevage qui grossissent assez naturellement pour être en capacité de maintenir les volumes de production à l'échelle de notre pays. Et puis le défi d'en face qui est celui du consommateur, qui attend aussi de l'agriculture sans doute un peu plus de transparence sur ces différents modèles qui sont accessibles aujourd'hui assez facilement. Et je pense que c'est la grande richesse de notre organisation agricole en France en particulier. Un peu plus de transparence et surtout un peu plus de capacité à apporter de la valeur à ce qu'il met dans son assiette. On est peut-être en train de passer de l'époque où globalement on avait besoin de l'abondance. On avait besoin de remplir les assiettes à une époque où finalement on va attacher sans doute un peu plus d'importance à
à la qualité des produits qui arrivent dans l'assiette, et puis aussi au côté plaisir et au côté rassurant en tant que nutrition, mais aussi plaisir. Et ce double défi, il n'est pas simple. C'est pour ça que j'ai abordé cette table ronde sous l'aspect de la transition. Et ça nécessite des accompagnements. Et cet investissement dans la ferme pilote de Bel-Orient va nous permettre, en fait, assez vite, dans le contexte d'un élevage laitier d'une certaine taille, 200 vaches laitières, ce qui va représenter environ 30 à 40% des éleveurs laitiers à horizon de 5 à 7 ans, comment ne pas se laisser tenter par un modèle dit hors sol, qui est en lien avec la taille de l'élevage, mais au contraire rester sur les fondamentaux qui ont fait de notre pays et des grands AOC de ce pays un fleuron gastronomique, et qui consiste notamment à accepter qu'un bovin, un ruminant, c'est d'abord avant tout un animal qui aime manger de l'herbe et non pas des fourrages conservés. Et assez logiquement et intuitivement, le produit qui sort de cette exploitation, qui aura réussi à maîtriser ce facteur important qui est le bien-être animal au travers de la qualité du logement et surtout de l'alimentation, se traduira forcément par un produit de qualité dans l'assiette du consommateur. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour gérer cette ferme qui paraît comme ça surdimensionnée? Parce que c'est vrai que 200 bêtes, ça commence à faire un cheptel assez conséquent. Écoutez, on a essayé d'adopter un raisonnement assez simple, parce que j'ai toujours considéré, on me l'a appris quand j'étais jeune avec mes parents agriculteurs, qu'il y avait que les choses simples qui marchaient et qui duraient dans le temps. Donc on s'est appuyé sur les fondamentaux, en fait, ou sur la physiologie de l'animal, qui est un gros animal, en lui accordant un espace de vie le plus confortable possible. Donc les bâtiments qui abritent ce troupeau sont des bâtiments tout ouverts, c'est juste un toit, avec environ 15 mètres carrés disponibles par animal. Donc une qualité de vie indiscutable, et puis une alimentation de haute valeur, produite à base de fourrage exclusivement, produit sur l'exploitation, soit sous la forme de pâturage quand la saison le permet, soit sous la forme de foin séché en grange pour la période où il n'est pas possible de pâturer. Donc en fait, ce n'est pas une grande innovation, puisqu'on n'a fait que reproduire un modèle qui marche bien dans des zones qui ont obtenu des appellations d'origine contrôlée et qui font le fleuron des produits laitiers un peu partout dans le monde. Je pense ces espaces plutôt assez montagneux où en effet l'alimentation est exclusivement fourragère. Voilà, donc on reproduit en plaine, sur des tailles d'élevage un peu plus conséquentes, un modèle qui a déjà fait ses preuves. Et puis pour manager et apporter beaucoup de pertinence dans l'accompagnement de la performance, on y a inséré de la technologie pour éviter les tâches qui ne créent pas de valeur, pour au contraire se concentrer sur l'analyse de la performance, sur le comportement animal, et ainsi obtenir des résultats économiques, puisque c'est quand même bien là l'élément important pour que le système soit durable, à la hauteur des investissements réalisés dans cette production. C'est assez, je dirais, réalisable, facilement réalisable, la valorisation d'un produit de qualité comme celui que vous avez mis en place? Alors écoutez, ça c'est le deuxième pilier important à cet investissement structurant s'appuyant sur la ferme pilote. On a fait le constat et on a démontré qu'on était en capacité par ce modèle d'élevage de produire du lait de haute valeur nutritionnelle, et tout ça validé par de nombreuses analyses en laboratoire, mais aussi auprès de professionnels de la transformation laitière. Et on s'est dit, c'est quand même dommage de voir notre lait collecté par la citerne qui fait le tour des villages pour finir dans une immense citerne et faire du produit laitier assez standard. Et donc on veut accompagner cette logique de création de valeur en transformant ce lait produit sur l'exploitation dans une unité qui va porter des garanties sanitaires, mais aussi de régularité pour proposer au marché et ainsi aux consommateurs des produits de haute valeur nutritionnelle dans une logique de raisonnement de circuit court, où la transparence qui passe par la traçabilité puisse être facilement organisée et ainsi donner la possibilité à chaque consommateur de connaître réellement l'origine de ce produit, à partir de quelle traite, à partir de quel troupeau, et apporter au volet de la nutrition un petit volet plaisir. Oui, ce qui est important. Franck-Pierre, on ne vous a pas encore entendu une réaction, parce que alors, si j'ai bien retenu, vous êtes petit-fils d'agriculteur, c'est ça? Ou fils d'agriculteur. Fils d'agriculteur. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu
C'est une très bonne chose en fait d'aller dans ce sens-là et ça réconcilie en quelque sorte l'humain avec l'agriculture et avec l'alimentation. Donc je peux qu'abonder dans ce sens. Hein. Ce qui est important en fait dans l'alimentation humaine, par le biais des animaux, des plantes ou l'alimentation indirecte, c'est d'avoir une forme de diversité et de connexion en fait avec les grands équilibres naturels. Nous, chez Insect et en particulier, enfin dans l'industrie des insectes, il faut savoir qu'il y a à peu près plus d'1 million d'espèces d'insectes qui existent sur Terre. Il y en a 8 qui sont autorisées en Europe. Et il y en a 4 qui sont autorisées pour l'alimentation humaine en direct et on en élève 2. Hein. Donc ça situe un petit peu le débat par rapport au sujet. Le point qui a été évoqué à l'instant, c'est de dire aussi, oui, en fait, on consomme différemment en France, en Europe. On n'a pas parlé du reste du monde. On a besoin au niveau mondial et en France, enfin, d'augmenter en fait notre production agricole et d'augmenter en fait la valeur nutritionnelle et de minimiser l'impact sur l'environnement de nos productions. Ce que l'on fait dans l'industrie des insectes, c'est qu'on a en fait deux espèces d'insectes, en particulier les vers de farine, qui sont vertueux en quelque sorte puisqu'ils bioconvertissent par leur physiologie des coproduits de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour les transformer justement, et pour rebondir sur ce que vous disiez, en ingrédients à haute valeur nutritionnelle au niveau des protéines, au niveau des lipides, au niveau des fibres, au niveau également des fertilisants organiques que l'on peut fournir ensuite à soit à l'agroalimentaire, soit à la culture, etc. Et donc, c'est cet ensemble-là, je crois qu'il y a un slide qui parle de cet ensemble où on adresse les différents marchés. Ouais, c'était l'économie circulaire. Voilà. Qu'on le voit si vous voulez commenter. Elle est absolument essentielle pour l'humanité tout entière et elle est essentielle en particulier dans les pays européens et notamment en France, de s'inscrire, quel que soit l'animal que l'on élève à l'origine, nous c'est le ver de farine, de s'inscrire un petit peu dans cette logique. Juste pour terminer, et d'un point de vue technique, est-ce que l'élevage est dans le pré ? Il peut l'être suivant l'espèce auquel on s'adresse. Il ne faut pas être un intégriste, j'allais dire, du pré, là où en fait l'environnement, j'allais dire, d'élevage d'un animal n'est pas forcément le pré. Hein. Le pré, c'est un concept qui est assez bovin, j'allais dire, et pour un certain nombre d'animaux qui vivent bien dans les prés, sur 1 million d'espèces d'insectes, et en particulier le ver de farine, lui, il aime être dans un environnement où il y a des coproduits des céréales. Donc on le met dans un environnement avec des coproduits des céréales. Et chez Insect, en plus d'avoir cette démarche scientifique et technique sur la physiologie de l'animal et sur la finalité des aliments que l'on produit, on a développé un concept de ferme verticale 4.0. Je vais vous arrêter parce que je ne voudrais pas qu'on n'est pas là pour comparer. C'est plus, je dirais presque un contre-pied de se dire voilà ce qui existe. Parce qu'effectivement, il n'est pas question de se dire que le poulet va être dans le pré, ou quoi que on peut l'y mettre, ou que le scarabée va être dans le pré. C'est juste pour voir ce qui existe aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez, si on peut remettre s'il vous plaît la slide, parce que voilà, comme on a parlé d'économie circulaire, c'est pas très très grand. Assez rapidement, vous nous expliquez le circuit, qu'on comprenne bien ce qui se passe chez vous. Vous avez sur la partie, vous avez une assiette avec des vers de farine, des larves de vers de farine. En fait, le ver de farine est capable de bioconvertir beaucoup de coproduits de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Donc les coproduits de meunerie, par exemple, il les consomme et il les bioconvertit. Il les bioconvertit. Qu'est-ce que ça s'appelle le bioconvertissement? C'est qu'il enrichit en fait son propre organisme en protéines. Et après, on va obtenir des protéines à très haute valeur ajoutée, riches en acides aminés, hautement digestibles, aussi digestibles, voire même plus digestibles que certaines protéines du lait, qui vont aller dans différentes destinations. Donc les destinations, c'est les différentes flèches qui sont indiquées. Alors, soit dans l'alimentation animale, et dans l'alimentation animale, c'est historiquement les animaux de compagnie, l'aquaculture, le saumon, la truite, la crevette, avec des résultats extraordinaires en termes de croissance et en termes de survie. C'est également, depuis 2021, le porc et la volaille. J'ai rencontré quelques producteurs ici indirectement qui peuvent être intéressés. Et ce n'est pas véritablement, pas du tout les bovins, puisque les bovins sont par essence sont pas des omnivores carnivores. Donc il ne faut pas leur donner des protéines animales qui viennent des insectes. Donc ça, c'est la branche animale. Et il y a aussi la branche qui consiste à alimenter directement des humains à partir des ingrédients ou à partir des insectes entiers ou préparés. Et là, je fais appel, j'allais dire, aux grands cuisiniers et aux chefs cuisiniers qui interviennent ici.
pour incorporer de plus en plus ce type de produit. Donc, deuxième voie. La troisième voie, il ne faut pas la négliger, c'est qu'on collecte les déjections en fait, de nos insectes qui sont un fertilisant organique de haute volée, qui est plus performant que la plupart des fertilisants chimiques, et donc qui retourne à la terre. Indirectement, ces animaux, ces humains et ces plantes produisent un certain nombre de déchets. En Europe, on parle pas il y a des déchets, mais de coproduits ou déchets. Et ceux-là peuvent être recyclés soit par notre insecte, soit par d'autres, dans une économie circulaire, et ainsi de suite, jusqu'à la nuit des temps. Voilà. Non, ils sont là depuis des millions d'années. Oui, bien sûr. Non, mais après, je trouvais ça intéressant vraiment qu'on s'arrête pour qu'on comprenne bien cette idée d'économie circulaire. Ferme verticale, maintenant, on revient à ce mode de production, parce qu'il y a un côté vertueux dans ce que vous faites, on l'a compris dans cette économie, dans cette boucle. Et donc, c'est quoi une ferme verticale? Comment ça se présente? En fait, la plupart des insectes qui sont élevés en Europe, il faut savoir que la France et l'Europe sont en avance sur le reste du monde en termes de connaissances scientifiques et techniques et de techniques d'élevage et d'utilisation de ces produits. La plupart des insectes, et notamment le ver de farine, s'élèvent très bien dans des bacs qu'on le positionne de manière verticale pour minimiser notre impact au sol. C'est-à-dire qu'on réduit de manière considérable notre impact au sol, et il faut savoir qu'il y a que 5% à ma connaissance de terres arables nouvelles sur la planète Terre, qu'elle n'est pas extensible à l'infini. Donc plus on arrive à valoriser ce que l'on a, mieux c'est. Donc on les élève dans une ferme verticale. Nos fermes verticales chez Insect, ils font entre 15 et 35 mètres de haut. On est en train de démarrer la plus grande ferme verticale au monde d'élevage d'insectes à Amiens. On a quelques-unes qui sont actives en France et en Hollande et aux États-Unis. Et on a des collègues concurrents qui font la même chose de moins grande envergure pour certains. Donc, ferme verticale, hautement automatisée. On contrôle tous les paramètres de température, d'hygrométrie, de circulation d'air, de présence également de contaminants ou non contaminants, de croissance de nos élevages. On sait dans tout notre élevage si on a des jeunes larves, des larves en croissance, des adultes, et on est capable de les compter. Donc ça, c'est les technologies qui ont été développées par Insect. Et c'est des technologies qui sont natives dans le sens où on les met en place directement, ce qui est complexe, mais qui parfois je sais que c'est difficile d'arriver du traditionnel à du hautement automatisé. J'ai fait les deux dans ma carrière. Les deux ont un gros niveau de complexité, mais nous, on a décidé effectivement d'y aller franchement. C'est pourquoi aussi on fait partie chez Insect de la food tech, de l'agri-tech, et qu'on est reconnu comme une entreprise du Next 40 qui a, a priori, un avenir prometteur en France et dans le monde. Voilà. À quand l'arrivée, je dirais, d'insectes, alors de manière transformée, je dirais en supplément, en condiment, dans la restauration? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Est-ce que c'est restauration commerciale, collective? Est-ce que c'est l'ensemble de la restauration tel qu'on peut l'entendre? Alors, c'est déjà le cas, et c'est déjà le cas dans d'autres pays européens. En France, l'Union européenne, en fait, a ouvert la consommation directe par les humains de certaines espèces d'insectes, de certains produits à l'origine, pour un certain usage. L'Union européenne est très stricte de ce point de vue-là. Et cette ouverture de la réglementation, elle date de début 2021, donc c'est tout à fait récent. Certains pays européens, comme la Hollande, et on a une filiale en Hollande, avaient une forme de dérogation jusqu'alors. Donc il y a des produits qui se sont développés. Pour répondre à votre question, les entreprises comme la nôtre et d'autres, donc il y a 4 espèces qui sont autorisées pour aujourd'hui, c'est le 2 vers de farine et puis le grillon et le criquet. Les autres espèces ne sont pas autorisées. Et la destination, c'est à la fois l'art culinaire, c'est-à-dire incorporer des insectes entiers ou préparés dans un plat tel que les chefs peuvent les imaginer. On a discuté avec certains d'entre eux hier, il y en a qui sont enthousiastes à 2000%. C'est aussi arriver dans le cœur de l'assiette au quotidien, c'est-à-dire par le biais d'un burger, par le biais d'une préparation, par le biais d'un produit supplémenté en protéines, parce que l'on a des protéines à très haute valeur ajoutée, dans le domaine laitier. C'est aussi, et c'est l'une des cibles importantes, c'est qu'au-delà de 60 ans, vous avez besoin de 25% de plus de protéines, d'une protéine facile à ingérer, facilement digestible. Quand vous êtes un sportif régulier ou de haut niveau, il faut une alimentation en protéines renforcée. Et donc, on offre aussi des checkers et des barres protéinées à cette... Donc, on couvre en fait potentiellement
de la haute cuisine au cœur de l'assiette jusqu'à l'alimentation un peu plus ciblée sur des populations particulières. Oui, c'est vraiment de l'alimentation à haute valeur ajoutée à destination d'un public assez précis. Les seniors sont de moins en moins un public restreint. Oui, absolument. Voilà. Donc le marché est considérable, même si on considère que celui-ci. Pourquoi? Parce que les protéines en fait, que l'on apporte ont un facteur de maintien et de régénération musculaire et aussi ont un effet présupposé, mais qu'on va être amené à prouver dans les mois ou les années qui viennent, sur le microbiote intestinal. On l'a prouvé sur les animaux, on est à même de pouvoir le prouver. Pas nous, Insect uniquement, c'est des académiques et des universités qui le font, parce que nous, on back up tout ce que l'on fait avec les organisations publiques. Et donc, le marché est considérable, en fait. Aujourd'hui, on n'est que, j'allais dire, la partie même pas à peine émergée de l'iceberg, si j'ose dire, parce que on est capable, nous-mêmes et l'industrie plus généralement, d'aller dans toute l'alimentation, de la ferme à l'assiette. Monsieur Etienne, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je parle à la personne qui produit de l'alimentation animale. Comment est-ce que vous vous positionnez par ce que vous entendez pour ces insectes? Vous en pensez quoi? Ça pourrait être un développement de votre activité à un moment donné? Parce que quand on entend Monsieur Pierre, c'est ce côté, voilà, c'est très haute valeur ajoutée, c'est intéressant à la fois pour l'animal et pour l'humain. Enfin... Écoutez, on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que la ferme France, elle est belle, d'abord par la diversité des productions accessibles, avec une garantie sanitaire assez exceptionnelle quand on connaît les autres agriculteurs en Europe et un peu partout dans le monde, mais aussi par la diversité des modèles dans chaque production. Et la production d'insectes devient un nouvel acteur de l'agriculture, en capacité de produire de l'alimentation pour les populations, mais aussi de façon un peu indirecte par le biais de l'alimentation animale. Donc ça peut faire partie, dans les années à venir, dans cette possibilité de gérer une forme d'autosuffisance de production de protéines, qui est un véritable enjeu planétaire quand on parle du climat. Et si on est capacité demain de produire cette protéine en France en particulier, sur place, je trouve que c'est une super belle nouvelle. Et qu'on puisse la valoriser dans les productions animales en particulier, c'est aussi encore une autre belle nouvelle. Je pense qu'il ne faut pas être sectaire, il faut être à l'écoute des évolutions techno. Et là, on est en face d'une belle évolution et ça sera peut-être une belle opportunité à saisir. Monsieur Bernard, un mot sur ces élevages d'insectes, les fermes verticales. Parce que comme ça, sur le papier, ça semble totalement à l'opposé de ce que vous faites. Comment est-ce que vous voyez ça? Enfin, l'opposé, je ne sais pas. C'est une autre forme de développement. Je pense que, d'abord, une chose importante, c'est qu'en fait, nous, on est sur un autre segment. C'est-à-dire la première protéine qui permet de nourrir les ruminants, c'est l'herbe. C'est la première. Et de toute façon, dans tous les cas, ce n'est que le végétal. C'est clair et net. Il n'y a pas de... Et donc, du coup... comme on n'est en plus pas en croissance, on n'a pas d'ambition de développer des volumes et de répondre au développement de l'humanité, je dirais, voilà, on est là pour apporter la qualité, la diversité de l'alimentation. Donc moi, il n'y a pas d'opposition. On est sur une ferme horizontale, nous, c'est-à-dire, voilà, il y a 13 millions d'hectares de prairies en France. Ça nourrit des insectes sauvages, bon, voilà. Mais c'est aussi une forme d'économie circulaire. Encore une fois, la fertilisation organique dont on a vraiment besoin. Enfin, parce qu'on parle énormément du cycle du carbone. Tous ceux qui donnent des chiffres très simplistes sont ceux qui n'y connaissent rien. Dès qu'on commence d'étudier chez tout le monde l'enjeu de savoir comment on peut faire pour une économie circulaire, une alimentation diversifiée, toute la biodiversité qu'on conserve sur nos territoires, plus toute cette diversité qu'on connaît tous en France quand on est dans des zones de montagne, semi-montagne, de plaine, là où il y a des prairies, du bocage, on voit bien toute la richesse qu'il y a. Donc on est vraiment, dans un concept
mais différent, mais très complémentaire, qui est là pour accompagner toute cette segmentation de l'alimentation. Clairement, on a des produits, nous, qui accompagnent le légume, qui accompagnent voilà, les féculents. C'est pas un produit complet, donc il nécessite d'être accompagné par quelque chose. Et après, il y a d'autres ambitions pour faire face aux enjeux planétaires. Et ça on les comprend bien. Mais c'est un enjeu. Nous, on est sur cette agriculture avec l'économie circulaire, beaucoup de naturalité dans la production. Et après, on comprend qu'il y a de la recherche pour d'autres choses, quoi. Est-ce que vous parliez de biodiversité, de bocage, mais juste pour qu'on comprenne bien, il se passerait quoi si on éliminait l'élevage dans le pré, s'il n'y avait plus d'animaux? Alors, deux ou trois éléments. C'est-à-dire que tout le monde a cette vision quand même de territoire où l'élevage a reculé. Bon, voilà, ça veut dire que le paysage est quand même sacrément modifié, soit par, on va dire, une végétalisation, sauf qu'avant, c'est bien du végétal, c'est de l'herbe, mais c'est plus de la culture, donc on cultive, on laboure, enfin, voilà, on agit autrement. Ou alors, c'est la forêt, hein, il faut savoir que la forêt gagne. Alors, c'est une forêt qui n'est pas en plus, c'est pas la meilleure forêt hein, qui gagne, c'est de la friche en fait. C'est donc en gros, la prairie recule, soit par du labour, de retournement de prairie, soit par la forêt qui gagne. Donc ça, ensuite, c'est quand même de l'économie en moins parce que globalement, c'est un élément. Et puis après, je pense que voilà, on a conservé aussi ces races. C'est des choix, ça c'est unique dans le monde. Hein. En France, on a conservé des races, que ce soit à viande ou même laitière, et on vend un produit avec une histoire souvent basée sur ces éléments. Voilà, on parlait des fromages avec des races particulières. On peut parler aussi de la viande avec des races particulières, et ça fait partie du patrimoine. Et donc, si on fait reculer ce pâturage, mais on perd aussi cette identité-là qui est quand même caractéristique de la France. Alors, ça ne fait pas vivre tout le monde, mais enfin, c'est quand même aussi un peu l'image de la France, quoi. Monsieur Étienne, vous vouliez réagir juste avant que... Vous avez complètement raison de revenir aux fondamentaux et de considérer en particulier dans les productions bovines, hein, de viande ou de lait, que finalement, l'assiette de l'animal, elle est dans le pré, sans faire de lapsus. Et parfois, il est dangereux, ou voire même inconscient, de vouloir aller les chercher très loin, alors que la ressource, elle est sur place. Et que quand on se met dans une réflexion d'économie circulaire, avec notamment cette magnifique capacité que représente l'agriculture à détoxifier et à fixer du CO2, hein, puisque je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, un hectare de prairie fixe plus de CO2 qu'un hectare de forêt, et que par la même occasion, elle nourrit cette prairie. Alors les animaux qui ensuite vont nous permettre de valoriser tout ça sous forme de viande ou de lait, mais c'est sans doute tout simplement revenir un petit peu aux fondamentaux qu'on a vite oubliés. Je voulais juste citer à titre d'anecdote, puisque compte tenu de notre système assez différent de ce qu'on peut trouver dans l'agriculture d'élevage de plaine, on se fait souvent interpeller sur notre volonté de mettre à mal la culture de maïs en silage. Donc en fait, de considérer qu'une vache laitière, pour faire du lait, doit de toute façon consommer des fourrages conservés en silé. Et on s'est livré à 2 ou 3 reprises de faire la démonstration avec des gens qui étaient intéressés par ce sujet, et de mettre en comparaison à la table d'alimentation un fourrage conservé à gauche et un fourrage non conservé à droite, et le choix, il était vite fait par l'animal. Hein, et en fait, ce qu'on a dans l'assiette de l'animal, quelque part, on le retrouve aussi dans l'assiette du consommateur après. Donc, il est bien parfois de revenir, en effet, aux fondamentaux, de l'agronomie, quand même, puisque si on veut être dans une économie circulaire, on ne pourra pas se passer d'aller un peu plus loin dans nos connaissances sur la capacité du sol à fournir des denrées saines, durables, et à contribuer aussi à l'amélioration de nos conditions climatiques. Donc, en fait, il y a plein de belles perspectives qui se dressent à nous, y compris dans cette période où, globalement, l'agriculture se cherche. Elle est parfois décriée pour de mauvaises raisons, mais je pense qu'elle va devenir assez vite, si on sait saisir cette opportunité,
la préoccupation principale de l'ensemble des sociétés. Et pas qu'en France, en Europe, un peu partout dans le monde. Et non plus sous un aspect de la nutrition quantitative où il faut se bourrer l'estomac, mais plutôt sous un angle de la nutrition et du plaisir. Puisque le moment de passer à table est un moment important dans une journée, puisqu'il permet déjà de couper, parfois même de se retrouver avec sa famille, avec ses amis, et il permet aussi de partager ce moment de plaisir. Ça doit être un moment de plaisir. Et c'est ce qu'on a peut-être un peu trop vite oublié en ne prenant pas en compte l'évolution de la filière amont de l'agriculture, où finalement les agriculteurs étaient en capacité à répondre à cette demande, mais qui n'ont souvent pas été bien compris ou mal accompagnés pour en fait répondre à cette demande sociétale. Mais tout est à faire et c'est bien parti. Et on veut, nous en tous les cas, au travers de nos investissements, y contribuer, au travers de ce modèle pilote qui va faire l'objet du lancement d'une marque nationale valorisée par des initiatives locales. C'est-à-dire que ce modèle de production laitière, avec à la base le bien-être animal, la technologie pour permettre à l'éleveur de ne pas se faire accaparer et déborder par sa production, et en même temps cette capacité à transformer sur place, à mettre à la disposition du consommateur au travers de la restauration commerciale ou de la restauration au foyer des produits sûrs qui racontent une histoire, qui portent du plaisir, ça va marcher. Et cette initiative locale, on veut la porter à l'échelle nationale en faisant de notre expérience une belle référence pour développer ce système un peu sous la forme d'une franchise et proposer à d'autres éleveurs, agriculteurs, laitiers, qui veulent créer de la valeur, qui veulent faire plaisir aux consommateurs, ce modèle où on intègre la production, la transformation, la mise en marché, jusque la livraison. Bon, on parle depuis quelques années de manger moins, manger mieux, mais en vous écoutant, on comprend qu'effectivement, on va vraiment, on est en train d'aller de plus en plus dans cette direction et surtout dans la qualité alimentaire. Je vous laisse un mot, pas de conclusion, mais en tout cas l'un des derniers mots avant de proposer à la salle de poser des questions. Franck Pierce, que je sens que vous voulez réagir depuis tout à l'heure. En fait, j'allais dire... On m'entend là ? Oui. Donc il faut aimer nos agriculteurs, il faut aimer notre agriculture, parce que c'est celle qui directement nous nourrit, et plus elle est proche de nous, mieux c'est, parce qu'au niveau de l'impact environnemental et au niveau de la souveraineté, c'est très vertueux. Donc je vais dans le sens de mes amis. Les mots-clés pour moi, c'est nutrition, santé, durabilité et plaisir. Et que ça soit de manière directe ou indirecte, quand nos insectes nourrissent les animaux, on leur apporte indirectement du plaisir, entre guillemets, si je peux me permettre de dire cela, même si c'est un peu l'anthropomorphisme, par le biais qu'on leur apporte quelque chose qui correspond à leurs besoins, leurs envies, leurs équilibres physiologiques et biologiques. Et donc, si l'important, c'est qu'on soit dans le pré ou pas dans le pré, l'important, c'est qu'on soit connecté, en fait, de manière naturelle, et que l'on puisse, de notre point de vue, cocher un maximum de ces cases qui nous permettent, en fait, en France, en Europe et dans le monde, de vivre longtemps et heureux sur une planète, en fait. Merci, c'est un joli mot de fin. Est-ce que vous auriez des questions à poser à l'un de nos intervenants, vous qui êtes dans l'assistance? Il vous suffit de lever la main. On va vous apporter un micro pour qu'on puisse vous entendre. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai une question, donc Éric Lebrouche, pour monsieur Étienne, sur donc cette ferme pilote qui va passer d'un rôle de bateau-école à un rôle donc, et une ambition différente. Sur quels atouts et actifs peut-être au sein du groupe vous appuyez pour pouvoir justement passer de l'étape donc ferme pilote à un déploiement national, et quel est le calendrier de ce déploiement en fait? Très bien. En fait, le groupe a bâti son développement avec des investissements assez forts sur l'amont de la filière, et accompagner au mieux ces agriculteurs qui ont vocation et qui ont surtout l'extrême motivation de faire de leur système d'exploitation un système durable.
Et quelque part, on s'est assez vite rendu compte, au travers de cette expérience de la ferme pilote, qu'on pouvait aller un peu plus loin et investir désormais des moyens dans l'aval de la filière, et ainsi se rapprocher du consommateur et poursuivre cette chaîne de la création de valeur. Alors, cette unité pilote, elle est validée au sens où on a désormais la certitude que le lait produit dans ce modèle d'élevage, même s'il est important, est d'une extrême qualité, qu'on s'est entouré d'experts pour ensuite envisager la deuxième phase, dite plutôt industrielle, c'est-à-dire une fois que ce lait est collecté, comment on le traite pour le transformer dans un mix produit qui va porter les valeurs du modèle et qui soit quelque part aussi un peu en rupture avec ce qui existe déjà. Malgré tout, on garde en ligne de mire que notre produit ou nos produits doivent être accessibles par le plus grand nombre, ce qui veut dire d'abord et avant tout un réseau de distribution de proximité, et puis ensuite qu'ils soient accessibles sur le territoire le plus large, dans une logique de circuit court, pour minimiser l'impact carbone. Donc l'expérience pilote de l'Oudéac a pour objectif déjà de desservir la Bretagne, dans un premier temps, à horizon assez proche, puisque nous envisageons les premières productions sur le mix produit avant l'été de 2023. Et puis on envisage déjà de faire une première petite expérience de franchisé dans une région qui reste à définir assez rapidement et engager ce processus de développement de ce nouveau modèle de production et de mise en marché. Donc c'est un projet qui pourrait être considéré comme ambitieux, mais qui a l'avantage en fait d'être porté par un collectif, et je pense que ça c'est le terme qui nous ressemble le plus, un collectif d'éleveurs passionnés d'élevage et qui sont en capacité de produire du lait d'extrême qualité, et un réseau de professionnels assurant la transformation et la mise en marché qu'on se propose de créer pour venir en appui de l'agriculteur qui n'a initialement pas ces compétences. Donc c'est par l'agrégation de l'ensemble de ces compétences qu'on va réussir à porter ce nouveau modèle d'éleveurs franchisés, porté par cette marque nationale qui sera notre support de la communication auprès des marchés. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Si vous voulez encore échanger avec nos intervenants, vous allez pouvoir le faire à l'issue de cette table ronde. Je suis sûr qu'ils seront ravis de se mettre à votre disposition quelques minutes. Merci, messieurs, d'être venus échanger, débattre sur ce sujet de l'agriculture et de l'élevage. Est-il toujours dans le pré? Merci beaucoup, Emmanuel Bernard, président de la section bovin Interbev. Merci, Patrice Etienne, président de Winfarm. Et merci beaucoup, Franck Pierre. Vous êtes le directeur business développement de la société Insect. Le temps d'une pause et nous allons nous retrouver à 12h05 avec Antoine Pulsini, vice-président de la ferme digitale, et nous allons parler numérique et agriculture. À tout à l'heure. That's a boring life.